Cet après-midi, je vous raconte l'affrontement sanglant qui a opposé, il y a tout juste 70 ans, les troupes de l'Union française aux forces du Viet Minh dans ce qui restera comme le sanglant épilogue de la guerre d'Indochine ou la véritable histoire de la bataille perdue de Dien Bien Phu. En quoi cette bataille a-t-elle été un tournant dans la guerre d'Indochine ? Quelles ont été les erreurs stratégiques commises par les forces françaises ? Quelles ont été les conséquences de la défaite de Dien Bien Phu ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 7 mai 1954 sur un haut plateau du nord du Vietnam. Il est 16h40 quand le général de Castres communique pour la dernière fois avec ses supérieurs par radiotéléphone. Clairement, la situation est plus que délicate, elle est désespérée. Castres et ses hommes sont en pleine débandade, cernés de toutes parts par l'ennemi qui avance sur eux. L'ennemi, c'est ici l'armée du Viet Minh qui se bat depuis des années contre la France coloniale en ces lointaines terres d'Indochine. Entre les grésillements sur la ligne, la conversation est décousue. On fait vaguement un point sur la situation, mais il n'y a plus grand-chose à dire ni à faire. Castres ne le sait que trop bien. À son supérieur, le général Cogny, basé à Hanoï, loin du champ de bataille, Castres assure néanmoins qu'il va tenir le plus longtemps possible, dit-il. « Bien sûr, répond Cogny. Alors faites ça au mieux, mais laissez-la faire mourir d'elle-même. Ce que vous avez fait est trop beau. » Qu'est-ce qui est trop beau ? C'est aux yeux des militaires que Castres et quelques 15 172 hommes ont depuis 56 jours livré une bataille acharnée, maintenu des positions dans un enfer de feu, d'acier et de sang. Ils ont combattu, ferraillé, souffert, tellement qu'il est hors de question pour l'état-major de capituler. Laisser la faire mourir d'elle-même signifie pour le commandement français qu'il n'y aura pas de reddition, pas de drapeau blanc. On ne rend pas les armes, on les fait juste taire. Aux alentours de 17h, le calme semble alors revenu sur la plaine de Dien Bien Phu. Il y a bien des tirs qui résonnent encore, venus des montagnes et tranchées qui entourent cette vaste cuvette. Mais au milieu, les Français cessent petit à petit de riposter. Les communications ne sont donc pas aisées entre les différentes positions et pour ceux qui n'ont pas reçu l'ordre formel, c'est le silence qui sert de signal. On ne se bat plus, on ne se défend plus. La bataille de Dien Bien Phu est terminée. Des hommes quittent les trous dans lesquels ils se terraient pour poser un dernier regard sur cette plaine sinistrée, labourée par presque 2 mois de combats et d'explosions incessantes. Des carcasses d'armes, d'avions, de véhicules, autant que des corps ou des membres arrachés, gisent dans la boue. Les soldats sont capturés en petits groupes par l'adversaire, et s'ils quittent l'apocalypse du feu, ils vont partir vers un autre enfer dans des camps de prisonniers, dont beaucoup ne reviendront jamais. C'était il y a 70 ans. La dernière bataille pour une débâcle qui ne permettra pas à la France de s'accrocher encore longtemps à sa perle de l'Orient. La guerre, comme vous allez le voir, est perdue et s'en sera bientôt finie d'un siècle d'Indochine française. C'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que la France de Napoléon III se lance dans sa mission colonisatrice en Extrême-Orient, à 12 000 kilomètres de Paris. L'installation française commence par le sud de l'actuel Vietnam, autour du delta du Mekong, où la ville de Saigon deviendra le phare de la colonie dite de Cochinchine. Plus tard, la France républicaine impose un protectorat au royaume du Cambodge, puis aux régions de l'Annam et du Tonkin, respectivement au centre et au nord du Vietnam, alors officiellement dirigés par la dynastie impériale des Nguyen, affidée aux Français. En plus d'un 4e protectorat sur le Laos à l'est et d'un minuscule territoire, Quang Che Wan, sorte de comptoir concédé par la Chine, censé devenir le pendant du Hong Kong britannique, mais sans réel succès. La colonisation s'est étalée sur une trentaine d'années et au début du XXe siècle, puis pendant l'entre-deux-guerres, l'Indochine française devient une florissante dépendance. Propriétaires terriens, commerçants et industriels se taillent de jolies fortunes en négociant le riz, le café, le caoutchouc et autres richesses exotiques. Les quelques velléités nationalistes sont matées par une sûreté générale qui ne lésine pas pour calmer les ardeurs. Et ce n'est qu'avec le chamboulement de la Deuxième Guerre mondiale que l'indépendantisme s'affirme réellement. Le Japon occupe la région,
La France collabore, puis est finalement chassée d'Indochine, alors que le Parti communiste vietnamien, fondé par Nguyen Ai Quoc, plus tard connu sous le nom de Ho Chi Minh, devient la principale force de résistance. Après-guerre, la France veut récupérer ce qu'elle considère comme ses droits sur l'Indochine, mais les choses, vous l'imaginez, ne vont pas être si faciles. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh déclare officiellement l'indépendance de la République démocratique du Vietnam d'inspiration marxiste. Cet État, qui n'en est pas encore vraiment un, s'appuie sur une organisation politique et militaire nommée Viet Minh, qui réunit théoriquement différentes obédiences nationalistes et indépendantistes, mais est en réalité inféodé aux communistes. Le Viet Minh est donc l'interlocuteur de la France qui tente de négocier un statut de relative autonomie des différentes entités d'Indochine au sein d'une grande union française dont le nom ne peut faire oublier qu'il s'agit clairement d'un empire colonial. Mais la situation n'avance pas à coup de double jeu et d'attitudes bellicistes des deux côtés qui s'expriment autant par des bombardements français meurtriers que des actions parfois très violentes et particulièrement cruelles du Viet Minh. D'abord sporadiques, les confrontations sont de plus en plus fréquentes, les combats s'organisent. Le Viet Minh contrôle globalement le nord du pays et ne cesse de harceler les forces françaises dans une guérilla féroce. Paris s'appuie sur le corps expéditionnaire français en Indochine, composé d'engagés volontaires et de militaires de carrière, car le conflit devient une véritable guerre qui dure et s'enlise. Encore plus après que Mao a pris le pouvoir en Chine en 1949 et devient un soutien majeur du Viet Minh. La France a beau créer un État du Vietnam théoriquement dirigé par l'empereur Bao Dai, sa souveraineté est impossible à assumer. Paris perd clairement le contrôle de la situation dans un conflit qui n'intéresse pas grand monde en métropole où la valse des gouvernements n'aide d'ailleurs pas à donner un cap. C'est aux yeux de la France un double combat qui se mène. Elle veut conserver ses colonies, certes, mais lutte aussi contre le marxisme, devenu le grand ennemi en ces temps de guerre froide. C'est notamment pour cette raison que les États-Unis la soutiennent financièrement, en se gardant bien d'intervenir de façon trop directe. En 1953, la situation n'a pas beaucoup avancé, au moment où le général Navarre prend le commandement des troupes d'Indochine, qui comptent environ 175 000 hommes. En plus de largement maîtriser le Tonkin et une partie de l'Annam, le Viet Minh fait pression sur les Français et se déploie de plus en plus vers le Laos. Il faut leur barrer la route. Le haut commandement décide alors de mettre en place une grande base aéroterrestre à l'extrême nord du Vietnam qui permettra de contenir l'adversaire et de lancer des offensives au milieu de la zone qu'il contrôle. On choisit une plaine à 15 km de la frontière laotienne, environ 17 km de long pour 7 de large, entourée de collines et de montagnes couvertes par la jungle. C'est Dien Bien Phu. Cette zone se situe dans les terres de l'ethnie Thaï, peuple cultivateur globalement opposé au Viet Minh. On l'a choisi surtout parce que les Japonais y avaient construit une piste d'aviation indispensable pour les ravitaillements depuis Hanoï, la capitale du Tonkin, qui sert de base à l'armée de l'air française, principale supériorité sur le Viet Minh qui ne possède pas d'aviation. Le 20 novembre 1953, c'est l'opération dite Castor. Des dizaines d'avions d'école de Hanoï à 300 km de là et là, au-dessus de la plaine, des centaines de parachutistes qui prennent rapidement place après quelques combats face à de petits groupes Viet Minh. C'est un succès et un balai d'avions se lance pour acheminer hommes et matériel. Des milliers de soldats s'installent à Dien Bien Phu pour ce qu'on imagine être le point de départ d'offensive à venir. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La base aéroterrestre de Dien Bien Phu se met en place. À partir du début décembre 1953, c'est le colonel de Castres qui dirige les quelques 10 000 hommes arrivés au fur et à mesure par un pont aérien incessant. On débarque des unités combattantes et des équipements, des armes, de l'artillerie, des munitions, des chars même, en plus du matériel nécessaire à la construction d'un véritable camp, bulldozer compris. Au centre de la plaine où serpente la rivière Nam Yum, le PC de commandement est proche de la piste d'aviation, le point névralgique. Autour, on crée des points d'appui, groupements de plusieurs bastions que l'on baptise de prénoms féminins. Au nord, Gabriel et Béatrice sont au plus proche des montagnes où l'on sait que les Viet Minh s'installent. Au centre, Anne-Marie, Huguette, Dominique, Claudine ou Eliane protègent la piste et le gros des troupes. Plus loin,
le poste Isabelle fait office de protection au sud. Des noms bien incongrus au milieu de la plaine parsemée de hautes herbes et rizières qui petit à petit disparaissent. Car, entre tous ces points d'appui, on met en place des kilomètres de tranchées et casemates souterraines consolidées par des rondins de bois qu'on récupère en détruisant les quelques villages alentours et en rasant la végétation. Partout des barbelés, des champs de mines, des pièges emplis de napalm, des points d'ancrage pour l'artillerie. C'est aussi une quasi-ville qu'on construit. Il y a les chapelles, l'hôpital, les infirmeries, dortoirs, cuisines, latrines. Une petite société s'installe. Si les légionnaires et les paras sont très soudés et parfois exclusifs, les unités se mêlent pour l'apéritif au gré des rencontres ou des nationalités. Algériens, Marocains, tirailleurs d'Afrique subsaharienne que l'on regroupe sous l'appellation générique de Sénégalais. Il y a aussi beaucoup d'Indochinois, ceux de l'armée régulière vietnamienne qui se bat aux côtés des Français, ceux des supplétifs recrutés pour l'occasion, ou ceux des ethnies Thaï ou Hmong. Les Européens, eux, sont minoritaires, environ 40% des troupes. On fête Noël et le Nouvel An dans toutes les langues, on sort parfois pour faire du sport, jouer au volleyball, on chasse aussi un buffle ou des cochons pour améliorer le dîner. Le soir, on joue aux cartes quand certains profitent aussi du BMC, le bordel mobile de campagne. On n'a pas beaucoup de détails sur celui de Dien Bien Phu, mais plusieurs groupes de prostituées ont été amenés sur le site par avion, comme tout le reste. Elles sont principalement d'origine vietnamienne et nord-africaine. Pour ce qui concerne l'aspect militaire, des unités légères lancent des sorties à travers les lignes ennemies. Les escarmouches sont violentes dans une jungle hostile que les adversaires connaissent et maîtrisent bien mieux. Le général Giap, qui dirige l'armée Viet Minh, a décidé de recentrer toutes ses forces sur Dien Bien Phu. Ce ne sont pas quelques milliers, mais des dizaines et dizaines de milliers de soldats qui se massent sur les hauteurs. Grâce aux camions soviétiques camouflés par des feuillages pour ne pas être vus du ciel, on achemine hommes et matériel par l'unique route carrossable. Surtout, une large part de la population soutient parfois de force, il faut bien le dire, le Viet Minh et participe à la colossale entreprise de logistique en parcourant les sentiers de la jungle bardés de vivres et de matériel. Les bicyclettes Peugeot poussées à bout de bras sont capables de transporter plusieurs centaines de kilos sur les pistes escarpées. Les Français ne se rendent pas compte de la multitude qui s'agglutine autour d'eux. Les avions ne peuvent pas voir à travers les arbres que partout sur les flancs des montagnes, les Viet Minh aménagent des chemins, creusent des tranchées et des caches pour dissimuler les nombreuses pièces d'artillerie et tout un système de DCA, la défense anti-aérienne, des armes lourdes pour beaucoup, fournies par la Chine ou l'URSS. Depuis les hauteurs, le général Giap observe les bastions, les blockhaus et le balai des avions. Lui peut véritablement se rendre compte de la réalité de la situation. Ce qui devait être une base avancée pour des offensives en territoire Viet Minh est dans les faits un camp retranché. Les Français ne sont pas en position d'attaquer, ils attendent. Au passage, Dien Bien Phu devient, d'après les mots du lieutenant médecin Verdaguer, le centre touristique par excellence du sud-est asiatique. Des officiers viennent de Hanoï le week-end, des ministres et secrétaires d'État aussi pour admirer les lieux, des journalistes et écrivains racontent la splendeur militaire de la France, on se gargarise de ce sublime camp en pensant à la bataille de Nha San qui, en 1952, dans des configurations semblables, fut un succès pour les Français. Qu'attendez-vous pour déclencher cette bataille ? Venez, je vous attends. Tel est le message que le colonel de Castres adresse à Giap par des tracts largués au mois de février. Justement, à peu près au même moment, les grandes puissances occidentales convoquent pour le printemps une conférence à Genève dans le but de sceller le sort de la Corée, où un armistice a été récemment signé, et surtout de solder le conflit en Indochine. C'était peut-être cela que le général Giap attendait pour lancer l'offensive, gagner la bataille et arriver en position de force à la table des négociations. Il semble que Castres soit entendu. L'heure de la bataille est venue. Le 13 mars 1954, le commandement français sait par les services de renseignement qu'un assaut se prépare. Les jours précédents, quelques tirs Viet Minh ont déjà touché la piste. Le 13, dès le matin, un avion qui décolle pour Hanoï est abattu. Un autre qui déchargeait des provisions est détruit. À 16 heures, un avion largue comme il peut du matériel sous les tirs de la DCA
et à 17h, on voit clairement des mouvements sur les collines. Un quart d'heure plus tard, l'enfer commence. Une pluie d'obus s'abat sur Dien Bien Phu, particulièrement massive sur Béatrice et Gabriel, les 2 points d'appui au nord. Le sergent Kubiak, posté avec les légionnaires à Béatrice, raconte « La fin du monde arrive. Tout autour de moi, la terre se soulève et les légionnaires s'écroulent. Les obus tombent sans arrêt, comme une brusque averse de grêlons meurtriers un soir d'automne. Blockhouse par blockhouse, tranchée par tranchée, tout s'écrase, ensevelissant les hommes et les armes. Personne n'avait pu imaginer une telle puissance de feu. L'artillerie française riposte sans trop savoir où viser. On cherche les petits crachats de flammes entre les feuillages de la jungle pour trouver les positions précises. Mais les hommes tirent un peu n'importe où. La nuit tombe et les assauts commencent. Des foules de Viet Minh attaquent les points d'appui Béatrice et Gabriel. Les premières vagues humaines sont broyées par les mines et barbelées, mais d'autres suivent sans arrêt. Le combat devient un corps à corps au milieu du bruit et de la fureur. On se bat face à face, à main nue parfois. Près de Béatrice, un légionnaire au bras quasiment arraché n'a plus de munitions et donne des coups de crosse à son adversaire. Ils périront tous les 2. Des officiers sont morts, d'autres blessés. Les communications sont coupées. Il n'y a plus de commandement. Un avion parvient quant à lui à se poser et repart avec quelques blessés. D'autres lâchent des bombes, mais la brume et l'obscurité n'aident pas à cibler. À minuit, Béatrice est tombée. Un léger répit le lendemain permet quelques ravitaillements, puis les combats reprennent de plus belle. Même si belle n'est évidemment pas le bon mot. Dans la nuit du 14 au 15 mars, l'artillerie Viet Minh est encore plus terrifiante que la veille. Tous les postes sont matraqués. Gabriel subit des assauts. On tente d'organiser une contre-attaque qui ne vient pas vraiment. À 7h15 le matin du 15, le message tombe. On ne peut plus rien pour vous. Sauf qui peut. C'est une catastrophe. Des centaines d'hommes sont morts ou faits prisonniers. Les points d'appui du Nord sont perdus. Au PC, un lieutenant propose de fusiller ceux qui ne se montrent pas à la hauteur, pendant que le colonel Pierrot dégoupille une grenade contre son torse pour en finir. Alors que le lieutenant-colonel Keller est, lui, en véritable attaque de panique, tapi dans un coin, tremblant et incapable de faire quoi que ce soit. C'est une boucherie, c'est un choc, et ça n'est pas fini. Ces journées ne sont que les 2 premières d'une bataille qui en durera encore 54. Le général Giap ralentit le rythme pendant une dizaine de jours afin de reconstituer et réorganiser ses troupes qui ont subi des pertes massives. Puis le feu recommence. On envoie des renforts d'Hanoï par avion qui rapatrient les blessés, mais la piste est bientôt hors d'usage à force de tirs d'obus. Le dernier engin peut décoller le 26 mars. Après cela, il faut larguer les hommes ou le ravitaillement sans se poser. Les pilotes privilégient la nuit et rivalisent de hardiesse au milieu des tirs ennemis, mais une bonne part des parachutages tombent en zone ennemie, d'autant plus qu'au fur et à mesure, les Viet Minh enserrent les positions françaises. Inexorablement, ils avancent. Le jour, dans la brume ou dans la noirceur de la nuit, les Viet Minh creusent des tranchées au plus près des positions françaises. Au mois d'avril, la saison des pluies débute et la plaine devient un bourbier géant où ne cessent quasiment jamais les tirs au milieu des gémissements. À l'infirmerie, on sectionne comme on peut les membres blessés et on jette les bras et jambes dans le bien nommé trou des amputés, pendant que les prostituées prises au piège deviennent des aides-soignantes qui tentent d'adoucir les souffrances. Le haut commandement pense un temps à l'aide américaine, pourquoi pas l'arme nucléaire, ou au moins des bombardements massifs. Mais les États-Unis ne veulent pas s'engager concrètement sur le terrain. Littéralement enlisés, les hommes survivent, certains désertent, d'autres se terrent sans se battre. Le général Giap lâche des tracts et fait hurler des haut-parleurs pour assurer à ceux qui se rendront qu'ils seront bien traités. Les messages sont surtout destinés aux combattants issus de toute l'Union française dont on cherche à faire vibrer la fibre anticoloniale sans beaucoup de succès. Alors que le 26 avril s'ouvre la conférence de Genève, Giap décide qu'il est temps d'en finir. Début mai 1954, c'est l'assaut final, total. Dans un vacarme d'apocalypse, Eliane, Dominique, Huguette, Isabelle, tous les points d'appui tombent les uns après les autres. Les Français ne se battent plus pour gagner, mais simplement pour tenter de protéger les camarades avec qui ils sont presque enterrés vivants depuis 2 mois. Les munitions manquent, on se tue à bout portant, on agonise dans la fange. Et les derniers renforts parachutés les 3 et 4 mai n'y changent rien,
la bataille est perdue. Le 7 mai, c'est le silence qui s'abat sur Dien Bien Phu. Le général de Castres, promu à ce grade pendant la bataille, est fait prisonnier comme les autres. Les Indochinois qui avaient rejoint les Français, traîtres aux yeux des Viet Minh, vont bien vite disparaître. Pour le reste des troupes, si les officiers supérieurs sont a priori un tout petit peu mieux traités et partent en camion, le gros des prisonniers se lance dans 30 à 40 jours de marche forcée à travers la jungle, direction des camps où on voudra les rééduquer, comme on disait alors, pour leur faire abjurer une prétendue foi en l'impérialisme et le capitalisme qui les ont menés ici. Entre la faim, les maladies, les traitements odieux, les dérisoires tentatives d'évasion et de probables exécutions, sur les quelques 9200 prisonniers, seuls 3300 reviendront. La défaite de Dien Bien Phu va comme prévu largement jouer sur les négociations de Genève, même si d'autres combats lui feront suite pendant quelques semaines. Pierre Mendès France est élu président du Conseil pour solder le conflit face aux Viet Minh en position de force. Le 21 juillet 1954, les accords statuent sur l'indépendance du Laos et du Cambodge et aussi ou plutôt des Vietnam. Le pays est coupé en deux au niveau du 17e parallèle. Au nord, les communistes. Au sud, un régime libéral qui se débarrassera bientôt de la pesante influence française. Des élections sont prévues en 1956 pour une réunification, mais les accords ne seront pas respectés et c'est un autre conflit qui se lance. Le Nord veut le pouvoir partout, les Américains soutiennent le Sud et s'engagent dans une guerre terrible qui durera près de 20 ans. En France, Dien Bien Phu est une douche froide, au point que des commissions chercheront les responsables de l'échec, en oubliant peut-être que ce sont plusieurs acteurs et facteurs qui ont mené à cette bérésina des temps modernes. À l'été 54, les prisonniers commencent à être libérés. Meurtris, émaciés, traumatisés, ils rentrent dans une globale indifférence. Au sein de la population, si certains considèrent qu'on a bien fait de se délester de ce lointain bout de France ou que d'autres pleurent une perte, l'Indochine ne fait rapidement plus beaucoup parler, alors que la décolonisation n'est pas terminée. Si la Tunisie et le Maroc ont rapidement obtenu leur indépendance en 1956, la France ne veut pas se défaire de l'Algérie, où un conflit qui ne dit pas son nom a commencé, au moment où se terminait celui d'Indochine. Et les événements, comme on dit pudiquement, vont là encore s'enliser. La guerre, toujours et encore, en Algérie comme en Indochine, elle durera 8 ans. Europe 1, historiquement vôtre. Pierre Servant, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Après la guerre d'Indochine, la France s'enlise dans la guerre de l'Algérie. Quelles leçons n'ont pas été tirées ? Eh bien, écoutez, paradoxalement, peut-être que les leçons ont été tirées de l'Indochine par les officiers, sous-officiers, soldats qui étaient en Indochine, qui sont partis en Algérie, parce que on ne sait pas assez, la guerre d'Algérie, qui n'était pas nommée comme cela à l'époque, militairement parlant, elle a été gagnée par les militaires français. C'est-à-dire que l'armée de libération nationale, le bras armé du FLN, a été militairement écrasé après le retour du général de Gaulle au pouvoir, mais on a perdu politiquement et puis moralement à cause de la torture. Donc de ce point de vue-là, les anciens d'Indochine avaient tiré des enseignements. Malheureusement, ils sont partis en Algérie avec deux travers. D'abord, la pratique de la torture, qui était largement pratiquée aussi par le Viet Minh, mais qui était pratiquée également par les Français en Indochine. Donc ça a été transporté en Algérie et favorisé par le fait que, en phase 2, le FLN et l'ALN pratiquaient largement les supplices, la torture, la mise en scène de la mort. Et puis sont arrivés en Algérie avec le désespoir intérieur de cette patrie jaune. On parle de l'amour jaune, le fait qu'ils avaient aimé l'Indochine et en se disant on va pas recommencer la même chose en Algérie, qui est à l'époque un territoire français, ce sont des départements, et ça a porté en germe la tentative de coup d'État d'avril 61. Donc ils ont tiré les enseignements et en même temps ils ont transporté les miasmes de la première guerre coloniale. Pierre Servant, vous publiez Dien Bien Phu, les leçons d'une défaite aux éditions Perrin. Vous y développez l'idée d'un mal français observé lors des grandes défaites françaises des 19e et 20e siècles. Quels travers proprement français ont favorisé notamment l'échec de Dien Bien Phu en 1954 ?
Alors effectivement, ayant travaillé sur la guerre de 70, 14, 40, et puis là, je me suis attaqué, entre guillemets, à la guerre d'Indochine, on retrouve des grands travers. La guerre des chefs, c'est absolument incroyable. Les généraux, pardonnez l'expression un peu triviale, mais se bouffent le nez en permanence depuis le début de la guerre. Mais il y a également beaucoup de tensions entre le pouvoir politique et les militaires sur le terrain. On a d'autres travers, l'insouciance et la légèreté française. C'est-à-dire que les états-majors français sont truffés d'espions du Viet Minh. La concubine du colonel, évidemment, est payée par le Viet Minh. L'interprète vietnamien, qui donc joue un rôle très important, et lui aussi rend compte au Viet Minh. Nous sommes une passoire sur ce plan-là. Et puis, la France est une démocratie avec une presse libre, ce qui fait que tous les 4 matins, les plans militaires français sont dans la presse. Et donc, Giap a juste à être abonné à la presse française pour découvrir le plan Navarre. Voilà, donc toute une série, je dirais, de légèreté. Et puis, le facteur essentiel que vous avez cité, c'est l'instabilité gouvernementale française qui fait qu'il n'y a pas de continuum, de continuité. Voilà, tout ça cumulé fait qu'il y a un avantage au plus barbare, entre guillemets, en l'occurrence pour moi le camp Viet Minh. Vous parlez de la presse, Pierre Servan. Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde, parlait de la guerre d'Indochine comme d'une sale guerre, expression maintes fois reprise. Qu'entendait-il par là? Vous parlez-vous d'un conflit pourri, d'une guerre lointaine qui était devenue un boulet? Oui, effectivement, ce qui est fascinant, enfin tragique et fascinant durant toute la 4e République, c'est que les gouvernements successifs, et ils se succèdent à répétition, ils n'ont qu'une idée, c'est de se débarrasser du boulet indo-chinois. Donc le message donné notamment aux militaires, c'est rétablissez la situation militaire pour qu'on puisse être en position de négocier rapidement, parce que, entre guillemets, on peut plus porter ce boulet. Sur l'histoire de la sale guerre, c'est intéressant. Dans l'esprit d'Hubert Beuve-Méry, il considérait qu'une guerre coloniale, c'est-à-dire une guerre très très loin de nos frontières, ne pouvait pas être une guerre moralement défendable. La guerre contre le nazisme, c'est une guerre moralement défendable. Et donc effectivement, cette expression a été largement diffusée, mais moi je mets en regard de cette expression le fait que le Viet Minh a conduit une sale guerre. Et de façon déterminée, c'est quoi une sale guerre? C'est le fait de ne respecter aucune règle, aucun droit de la guerre, le droit des prisonniers. Vous avez rappelé le taux de mortalité qui est absolument effroyable dans les camps Viet Minh. Et vous avez une pratique des exactions, des crimes de guerre du côté du Viet Minh. Et la pratique, non pas de la torture, qui existe du côté français, mais du supplice hérité de 1000 ans d'héritage chinois. Qu'est-ce que c'est que le supplice? C'est pas faire du mal à une personne pour le faire parler, c'est pour le faire souffrir longtemps, que ça se sache, et puis après exhiber auprès de la population les morceaux découpés de la personne suppliciée pour terroriser. Et ça, c'est une pratique qui était intrinsèque au Viet Minh. Donc, sale guerre du côté français, parce que c'est une guerre coloniale, guerre sale du côté Viet Minh, de façon tout à fait délibérée. Stratégiquement, que représentait la plaine de Dien Bien Phu pour le haut commandement français? Dien Bien Phu, c'est un choix pertinent et intelligent, à quelques détails près, que vous avez souligné. Pourquoi? Parce que c'est sur la route du Laos. Le général Navarre veut bloquer l'expansion communiste, l'invasion du Viet Minh vers le Laos. Et vous avez parlé de la base aéroterrestre de Nha San, effectivement, qui avait été bâtie auparavant et qui avait bien fonctionné. Les Français étaient parvenus à se désengager de cette base aéroterrestre. Et donc, le choix de Dien Bien Phu est pertinent. Et là aussi, vous l'avez très bien dit dans votre texte, au départ, c'est pas du tout un camp retranché. C'est une base de départ. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les structures de défense à l'intérieur de Dien Bien Phu sont très légères. Vous n'avez pas de bunker en dur. Parce que l'objectif initial, c'est pas de se fortifier dans une espèce de donjon ou de tour au milieu du Haut-Laos. C'est de faire une base et de rayonner pour gêner le Viet Minh, attaquer les positions logistiques, etc. Or, très rapidement, les Français et leurs alliés... Ils sont pris au piège. Ils sont pris au piège, se cassent les dents, se trouvent enfermés. Et le fait que, dès le départ, le choix ait été fait de structures très légères, c'est-à-dire pas des bunkers en dur, mais des protections en bois, en abri léger, eh bien, quand l'artillerie Viet Minh va frapper, ça va être la catastrophe que vous avez décrite à travers les témoignages que vous avez donnés. Le 13 mars 1954, la bataille de Dien Bien Phu commence. Elle va durer 56 jours. Comment est-ce que la population française perçoit-elle ce lointain conflit? Comment l'opinion réagit-elle? Bien, c'est très intéressant parce que jusqu'à Dien Bien Phu, il y a vraiment une indifférence en France, sauf évidemment dans les familles des combattants qui sont là-bas.
mais ça ennuie tout le monde, cette affaire. Mais sur Dien Bien Phu, c'est très particulier, puisqu'il y a eu, avant le début de la guerre, des norias de journalistes, d'écrivains, de politiques, français ou internationaux, qui sont allés là-bas, et donc les Français se sont attachés à Dien Bien Phu. D'autant plus que dans l'imaginaire français, qui a été baigné par la guerre de 14-18, Verdun, le fort de Vaux, le côté fortin, entouré d'ennemis, c'est quelque chose qui parle. Donc il y a eu une adhésion à Dien Bien Phu, nourrie par la presse, qui a fait énormément de reportages, et puis un sentiment d'invincibilité. Et donc, évidemment, quand l'attaque a commencé, les Français ont suivi cette actualité. Vous avez des figures célèbres, le général Bijard, qui a été parachuté là-bas, qui était déjà connu, d'autres figures également qui parlaient, et puis des anonymes. Et donc, ce qui fait que les Français se sont appropriés cette bataille. Et quand la défaite est arrivée le 7-8 mai... Ça a été le coup de massue. Alors là, ça a été l'effondrement total. Et il faut se rappeler qu'on est, comment dirais-je, 14 ans après la défaite de 40. Donc vous avez quelque part dans l'imaginaire français cette idée que on se réjouit de notre puissance. C'était le cas avant la défaite de 1940. Et puis tout d'un coup, le toit de la maison vous tombe sur la tête. Pierre Servan, en 1954, les Français sont donc pris au piège dans la cuvette entourée de montagnes que constitue le camp de Dien Bien Phu. Quelles ont été les différentes erreurs tactiques commises par les forces françaises qui ont entraîné la défaite? La principale erreur tactique, c'est le fait d'avoir décrété, vous avez cité le colonel Pirotte, qui était le responsable de l'artillerie, qui s'est suicidé sur place, mais le général Conny, qui commande à partir de Noailles le théâtre, est aussi un artilleur, et ils ont considéré qu'il était impossible d'amener des pièces d'artillerie de gros calibre sur les pentes couvertes de verdure qui entouraient Dien Bien Phu, notamment à proximité du poste Gabriel et Béatrice. Et ça, c'est l'erreur majeure, parce que le général Giap avait toujours dit dans le passé, nous, les Vietnamiens, nous sommes des terrassiers. Et en fait, cette capacité à creuser la montagne comme un gruyère et à constituer des alvéoles dans lesquelles se trouvaient les pièces d'artillerie a fait que toute cette base magnifique, enfin c'est une construction qui dégageait un sentiment de puissance, j'ai vu évidemment beaucoup d'archives, lu beaucoup de textes, eh bien il y avait juste un point de faiblesse, c'est qu'à partir du moment où l'artillerie Viet Minh pouvait frapper la piste d'atterrissage qui était le cordon ombilical, sans lequel le camp était asphyxié progressivement, eh bien cette faille psychologique, qui malheureusement est assez française. Je l'ai dit au début d'émission, le fait de sous-estimer l'adversaire, le fait de ne pas se mettre à la place, l'ubiquité, c'est se mettre à la place de l'autre. Oui, vous dites d'ailleurs que c'est l'un des travers de ce mal français dont vous parlez dans votre ouvrage. Oui, effectivement, j'aime beaucoup mon pays, j'ai beaucoup de respect pour ses traditions militaires, je suis colonel de réserve, j'ai servi en opération extérieure, donc beaucoup d'estime, et beaucoup d'estime pour les combattants français, aussi... Je reconnais le courage des combattants Viet Minh qui se sont fait hacher menus parce que les défenses françaises étaient très très fortes. Mais on n'a pas voulu croire. Il y a des propos de Conny qui traitent Giap de tacticien. Enfin, je ne donnerai pas les mots ici parce qu'ils sont assez vulgaires, de deuxième catégorie, en disant viens te frotter à nous. Giap a dit oui, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Donc voilà. Donc je crois que on a beaucoup de qualités, beaucoup de talent, beaucoup de force, de l'armement, des combattants courageux. Mais cette capacité d'humilité et de pénétrer la tête de l'adversaire... De se mettre à la place de l'autre. Voilà, alors on a progressé dans ce domaine, mais je donnais l'exemple de Wagner, où, par exemple, la façon dont on a cru comprendre le président Poutine, notamment au début du conflit, on a commis là aussi une erreur en ne pénétrant pas la pensée poutinienne et en considérant qu'il pensait finalement comme nous. Donc il y a des travers qui perdurent, malheureusement, Stéphane. Toute bataille, Pierre Servan, a ses héros. Quels ont été les héros de la bataille de Dien Bien Phu? J'ai eu la chance de rencontrer souvent le général Bijard. Il en faisait partie et il était devenu populaire grâce à ça. Oui, c'est exact. Et réellement, il est le titre de héros. Il ne le vole pas. Alors, il y en a d'autres, l'anglais, Séguin Pazzi, mais dans les héros, moi je mets tous les anonymes, tous ceux que ce soit les légionnaires, les tirailleurs, les paracolos, les Vietnamiens les Thaïs qui étaient avec nous. Vous avez là toute une catégorie de personnes dont les noms n'ont pas été retenus. Vous avez parlé des prostituées de Dien Bien Phu qui se sont transformées au début de la guerre en aides-soignantes et qui ont été liquidées. En tout cas, on n'a jamais eu une nouvelle après la prise du camp. Et puis les héros, ce sont ceux, et moi ça me touche beaucoup, ce sont ceux qui ont sauté en parachute sur Dien Bien Phu
quand ils savaient que c'était foutu. Et ils l'ont fait. Pourquoi ? Parce qu'on laisse pas les copains, on laisse pas les camarades. Donc on y va. Et il n'y a jamais eu de manque de volontaires, alors que franchement, si vous voulez, ceux qui y allaient savaient que ils termineraient morts, tués, blessés, disparus ou prisonniers. Eh bien alors, j'ai parfois des débats avec des amis en disant « Ouais, mais c'est des conneries, ce truc-là. » Non, moi je trouve qu'il y a là, si vous voulez, le sens de l'honneur, le sens de la camaraderie. Moi je trouve ça beau. Quel est le bilan humain de cette bataille qui a duré 56 jours ? Alors c'est une question vraiment intéressante parce que il y a la réalité des chiffres. Vous l'avez rappelé, 14 500 combattants, autour de 6 000 tués, blessés, disparus, plus de 9 000 prisonniers, 3 300 seulement qui reviendront, c'est-à-dire un taux de mortalité sur une période de temps très courte, puisque on est entre mai et juillet-août, donc c'est absolument effroyable. Alors, le général Navarre a essayé de dire, mais finalement, par rapport aux 175 000 membres du corps expéditionnaire français, finalement, c'est une petite perte. Et donc c'est relatif, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Bah si, pour le coup, là on a perdu cette bataille, on a perdu la guerre, parce que dans ces 15 500, vous avez des bataillons d'élite, notamment de la Légion et des para-colos, et puis surtout compte tenu du point qu'on a abordé précédemment, c'est-à-dire l'appropriation par les Français du symbole Dien Bien Phu. Même le Dien Bien Phu, ça sonne joli, ça sonne beau à l'oreille. Et là, tout d'un coup, cette sonnerie ressemblait à une sonnerie aux morts. Donc, il y a eu une déflagration. Navarre essaye de faire valoir, non, c'est une petite défaite, il faut me maintenir en poste, il faut me nommer responsable à la fois politique et militaire. La guerre n'est pas terminée, donc elle n'est pas complètement terminée, elle va se poursuivre pendant 3 mois. Mais les carottes étaient cuites, et puis Genève est arrivée, Mendès France qui s'est engagé à liquider l'affaire indo-chinoise. Donc voilà, à la guerre c'est toujours pareil, vous avez les chiffres, et puis il y a les perceptions, l'impact psychologique, et là pour le coup Navarre était un peu à côté de la plaque. Et justement, quelle est la traduction dans le discours officiel par les autorités françaises de cette défaite de Dien Bien Phu, qui est le tout dernier affrontement de la guerre d'Indochine ? Vous vous rendez compte, vous l'avez rappelé, donc vraiment les derniers combats, c'est le 7 mai, 8 mai, pour ceux qui n'ont pas été prévenus, parce que tout était éclaté sur ce théâtre, 8 mai. 8 mai, c'est la victoire contre l'Allemagne nazie. Donc c'est quand même un désastre politique, c'est perçu comme cela. Alors, les politiques essayent de faire bonne figure, mais globalement, tout le monde reconnaît que c'est un échec. Et puis Pierre Mendès France, qui, depuis longtemps, disait « il faut sortir du nini ». Il ne le formulait pas comme cela, c'est une expression qui est arrivée plus tardivement dans la politique française, mais le nini, c'était ni renfort, ni solution politique. Donc on n'envoyait pas de renfort militaire sur le terrain et on n'ouvrait pas véritablement de discussion avec ceux avec qui on pouvait discuter. Et donc Mendès France disait on s'enferme dans un carcan, il faut sortir de là. Donc les politiques accusent le coup, c'est vraiment un échec majeur. La population française est sidérée. Et puis à l'international, nos alliés, les ennemis de la France, ceux qui ont soutenu l'Union soviétique et la Chine, donc eux, ils sont en pleine allégresse. Le Parti communiste français, qui est très puissant à l'époque, dit, voyez, c'est bien la preuve que l'ardeur du révolutionnaire d'inspiration marxiste parvient à détruire l'armée du grand capital. Donc vous avez eux qui se réjouissent, et puis les partenaires de la France se désolent. Et nos amis américains, pardonnez-moi l'expression qui est un peu triviale et militaire, tortillent un peu du cul par rapport à ça. Ils n'ont pas voulu soutenir véritablement militairement. La situation va pourrir, ils vont reprendre la main, et ils vont reprendre la main pour ce que vous avez expliqué, donc la guerre du Vietnam, qui va pas être une franche réussite. Oui. Un dernier point quand même. Après la défaite, il y a donc une commission d'enquête qui est lancée afin de peser les responsabilités des uns et des autres dans la défaite de Dien Bien Phu. Qui va endosser la responsabilité ? Grande question. D'abord, il faut savoir, je parlais de querelle des généraux, le général Navarre, commandant en chef du théâtre, et le général Cony, commandant de la zone dans laquelle se trouve Dien Bien Phu, vont s'affronter par presse interposée. Alors Cony, lui, avait commencé très tôt à essayer de se dédouaner en disant « Oui, j'ai toujours dit que Dien Bien Phu était une ratière », donc un piège pour les rats. Donc Navarre appréciait très peu, parce que Cony avait complètement approuvé Dien Bien Phu. Donc ils vont s'affronter par presse interposée, et Navarre va exiger du pouvoir politique une commission d'enquête pour laver son honneur. Cette commission d'enquête va se réunir, va rendre un rapport secret. On va la jouer à la française. C'est-à-dire le rapport va être secret, remis au général Koenig, qui est le ministre de la Défense. Il faudra attendre plusieurs années pour que le rapport finisse par sortir. Ce rapport, en gros, charge beaucoup Cony,
en disant qu'il y a vraiment un défaut de commandement, un défaut d'implication. Le général Koenig est un grand séducteur, parfois passé plus de temps avec ses conquêtes que sur la gestion du champ de bataille, ça lui était beaucoup reproché déjà à l'époque. Et disons que pour Navarre et le général de Castres, il y a des circonstances atténuantes. On considère que de Castres a fait au mieux avec ce qu'il avait, que le général Navarre aussi a fait ce qu'il a pu, donc un rapport mi-chèvre, mi-chou, très Ratsock à la française. Merci beaucoup Pierre Servan de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la bataille perdue de Dien Bien Phu. Je rappelle que votre livre Dien Bien Phu, les leçons d'une défaite, est paru aux éditions Perrin. Merci. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.